Bonjour à tous! Salut tout le monde! Chouette, aujourd'hui on a de la visite. Aujourd'hui on va parler du rôle de l'entrepreneur, le patron, le boss dans la création d'entreprise. Comme SpaceX vient de réussir le 6 février 2018 le lancement de la plus grosse fusée au monde qui existe à l'heure actuelle, la Falcon Heavy, on va illustrer cet épisode avec le cas d'Elon Musk. Et puis ça va nous permettre de vous montrer de superbes images de fusées et d'espace. Allez, c'est parti! Dans les entreprises, le patron, c'est celui qui va prendre des risques avec son argent pour réaliser une idée dont il pense qu'elle va créer de la valeur. Ensuite, il va définir comment cette idée va être mise en œuvre et il va assumer l'échec ou la réussite de ce projet. Ok, donc dans le cas d'Elon Musk, son idée créatrice de valeur avec SpaceX, en fait, c'est la construction de fusées réutilisables pour des envois low cost. Exact. Donc maintenant, on va voir quel est le projet d'entreprise d'Elon Musk avec SpaceX, comment il s'y prend et quel est son objectif. À ce stade, il est important de préciser qu'Elon Musk est l'actionnaire majoritaire de SpaceX et que SpaceX n'est pas coté en bourse. Donc en gros, dit autrement, ça veut dire que c'est lui le boss. Ah d'accord. Donc en fait, c'est pour ça que personne lui a rien dit quand il a décidé d'envoyer son véhicule personnel sur l'orbite de Mars pour le vol d'essai de la Falcon Heavy. Exactement. Et comme c'est un vol d'essai, il n'est pas possible de mettre un satellite dedans ou quelque chose de valeur puisqu'elle a de bonnes chances de péter au décollage. Donc, satelliser sa voiture va lui permettre deux choses. En faisant ça, il montre à tout le monde que c'est lui qui décide, c'est lui qui est aux commandes. Ça renforce énormément sa crédibilité en tant que patron. Deuxièmement, il cultive son image d'un mec qui a de l'humour et qui réalise des rêves de geek. Faisant ça, il continue de susciter l'admiration en tant que patron décalé et il montre qu'il n'est vraiment pas comme les autres. C'est vrai que ça en jette, hein. Mais dis-moi, comment on fait quand on s'appelle Elon Musk et qu'on veut conquérir Mars? En termes de business model, il y a quand même 2-3 étapes à franchir, je veux dire, c'est pas aussi évident que ça. Comment il a pu espérer rentrer en concurrence avec des entreprises historiques comme Boeing ou Arianespace en à peine 10 ans? Faut être sacrément courageux quand même. À ses clients, il promet deux choses. Premièrement, des coûts de lancement de 20 à 30% moins chers que la concurrence aujourd'hui. Deuxièmement, la réutilisabilité de ses fusées. Ce qui veut dire qu'il annonce à ses clients que dans l'avenir, il aura des marges de manœuvre substantielles pour enfoncer les prix encore plus et rester le gars le moins cher de la place. Oui, enfin, la réutilisabilité des fusées est un business model dont on ne sait pas encore s'il est viable. Regarde, le programme de la navette spatiale américaine n'y a pas résisté tellement son coût était prohibitif. Le but était d'économiser sur chaque lancement en récupérant les 2 boosters et la navette spatiale. Mais leur récupération et leur remise à neuf en réalité coûtaient bien plus cher que de les refabriquer. Parce que les contraintes techniques liées à la sécurité font partie des plus extrêmes qu'on puisse avoir dans le milieu de l'industrie. La preuve, c'est que la navette spatiale américaine a malheureusement subi 2 crashs et 14 vies ont été perdues à cause du niveau d'exigence de chaque lancement. Ce principe n'est donc pas viable et coûte très cher, plus d'1 milliard par lancement, c'est donc pas du tout rentable. Puis le marché actuel des fusées, en fait, il s'axe surtout autour de 2 grandes catégories. D'un côté, on a les lanceurs légers, capables de placer environ 1 tonne en orbite basse pour un coût d'approximativement 10 millions d'euros. Et de l'autre côté, on a les lanceurs lourds. Eux, ils sont capables de placer jusqu'à 25 tonnes en orbite basse, mais surtout, ils sont capables de placer jusqu'à 10 tonnes sur l'orbite géostationnaire, qui est beaucoup plus éloignée, d'approximativement 36 000 km, pour un coût souvent bien supérieur à 200 millions d'euros. Et la Falcon 9, elle, s'inscrit justement dans la gamme des lanceurs lourds, parce qu'elle est capable de placer jusqu'à 8 tonnes en orbite géostationnaire, mais pour un coût nettement inférieur, jusqu'à 60 millions d'euros, idéalement. Sauf que la récupération des fusées, on est encore au stade expérimental. Et l'année dernière, près d'1 milliard de dollars a été investi par SpaceX uniquement pour mettre au point cette technologie. Et malheureusement, la Falcon 9 ne peut lancer qu'une charge à la fois, contre l'Ariane 5 qui, elle, est capable de placer jusqu'à 2 charges en orbite. Ça s'explique parce que la fusée a besoin d'un tiers de ses réserves en carburant pour pouvoir retourner sur une barge. Et presque 65% de ce carburant est utilisé pour revenir à la base, réduisant donc d'autant sa capacité à mettre des objets lourds en orbite. Il s'agit donc d'un marché qui est déjà bien maîtrisé,
très concurrentiel et aujourd'hui vraiment très fiable. Donc là, ce que je comprends pas bien, c'est les raisons pour lesquelles Elon Musk pense pouvoir faire mieux que les autres grands groupes historiques. Chez Arianespace, on fait pas les choses par hasard, que je sache. Non, bien sûr, mais il faut se souvenir toujours que Elon Musk vient de la Silicon Valley, donc il a pris pour parti d'adapter la culture, la recette de la start-up low cost à l'aérospatiale. Et ça change tout. Voyons ça en détail. Chez SpaceX, quasiment tout est fabriqué dans les locaux de la société en Californie. Donc SpaceX, c'est un grand entrepôt avec énormément de techniciens et d'ingénieurs au même endroit qui fabriquent des moteurs, des turbines, des corps de fusée et plein de bidules qui servent à faire voler ces engins monstrueux. Chez ses concurrents, c'est exactement l'inverse car ils fonctionnent en supply chain, c'est-à-dire dans une grande chaîne de sous-traitants, donc des entreprises qui s'envoient des morceaux de fusée dans un sens puis dans l'autre et qui les ramènent pour les assembler ailleurs. Bref, c'est énormément d'entreprises différentes avec des morceaux de fusée qui font des kilomètres et des kilomètres avant d'être montés. Bref, le modèle de SpaceX, tout le monde au même endroit, permet d'être très réactif dans la conception de produits innovants et du coup de créer des solutions high-tech bien moins chères que la concurrence. Afin de maximiser l'innovation, il est important que le dialogue soit le plus fluide possible entre tous les membres de l'équipe de SpaceX. Du coup, la pyramide hiérarchique chez SpaceX, c'est plutôt un plateau. Il n'y a pas beaucoup de chefs. Tout le monde est encouragé à aller parler aux autres indépendamment de savoir si un tel travaille pour tel chef d'un tel service alors que l'autre est dans un autre morceau du silo. Non, là l'objectif c'est que tout le monde est au service de l'innovation sur le produit développé. Donc tous les bureaux des administratifs ou des ingénieurs sont également dans cet entrepôt. Et le bureau d'Elon Musk, le Big Boss, ne fait pas exception puisqu'il se trouve quasiment au centre de ce gros open space industriel. Sa porte est ouverte, tout le monde peut venir lui parler. Par contre, vaut mieux être pertinent quand vous y allez quand même. Question recrutement, SpaceX attire les jeunes talents, c'est évident. Et là, ils font leur course. Après, ils ont aussi une petite spécificité. Quand vous passez un entretien chez SpaceX, on vous demande évidemment d'être quand même dans les meilleurs de votre domaine. Mais ils vont aussi mettre l'accent très important sur votre capacité à faire les choses plutôt que votre capacité à accumuler des connaissances abstraites. Bref, on va vous demander beaucoup de sens pratique et un goût prononcé pour la réalisation de choses concrètes. Et enfin, il y a cette culture de la start-up où des jeunes bourrés de talent se font plaisir en travaillant. Et l'humour décalé et potage d'Elon Musk vise à crédibiliser cette idée. Chez SpaceX, on trime comme des malades avec peu de moyens pour réaliser des choses que personne n'a fait auparavant. C'est ça la catchline. Pour comprendre à quel point la passion peut être forte chez les employés de SpaceX, il faut comprendre que lorsqu'on vous embauche là-bas, on vous explique que l'ultime objectif de la société, c'est d'envoyer des hommes sur Mars avant 2030. Et ça, c'est un fantasme et un rêve très puissant. C'est cette culture d'entreprise qui a permis à SpaceX de faire preuve d'une innovation démentielle. Aujourd'hui, ils disposent de 4 ans d'avance au moins sur leurs concurrents. Et pour autant, ils travaillent avec beaucoup moins de moyens que des sociétés comme Boeing ou Lockheed Martin. Avec la réutilisabilité des fusées, SpaceX veut diviser à terme par 10 le coût d'un lancement d'un objet dans l'espace. Alors oui, vous allez me dire c'est sur le papier, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, après le lancement de la Falcon Heavy, les concurrents, ça commence un peu à leur friser les moustaches. Le low cost, c'est le premier argument de SpaceX. En 2017, ils ont réalisé 18 lancements et ils prévoient d'en faire au moins 40 pour 2018. Pour le secteur, c'est juste incroyable vu ce qu'ils pèsent en termes de moyens face à leurs concurrents. Quand est-ce qu'on parle de la Falcon Heavy ? Maintenant c'est bien, hein. Vas-y, fais-toi plaisir et fais-nous rêver.
Et voici le bébé. Le 6 février dernier, la Falcon Heavy a décollé du même pas de tir que les missions Apollo ou ceux de la navette spatiale américaine au centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride. C'est la toute première fois depuis la mythique Saturne V, la fusée qui a emmené les hommes sur la Lune, que quelque chose d'aussi puissant a été construit. Elle est donc dans la catégorie des lanceurs lourds grâce à son habile assemblage de 3 Falcon 9 et son coût de lancement ne devrait pas dépasser les 90 millions d'euros. Bon là, elle vient d'expédier une Tesla d'une tonne 5 sur l'orbite de Mars, mais en réalité elle pourra y envoyer jusqu'à 17 tonnes et placer jusqu'à 64 tonnes en orbite basse. L'intérêt d'utiliser 3 Falcon 9, c'est que la technologie commence à être bien maîtrisée par SpaceX. Et pouvoir tout récupérer dès le début, c'est un énorme gain de temps, de recherche et d'argent pour la société. Elle a un poids total de 1420 tonnes. Et elle est propulsée par 27 moteurs Merlin. Ils sont tous identiques, c'est pour réduire encore les coûts de production. Et bien que les 2 boosters ont été récupérés dans un balai d'une remarquable synchronisation, le corps principal, lui, est malheureusement décédé dans l'océan. Mais la mission reste malgré tout une réussite, parce que la Tesla d'Elon Musk a quand même été envoyée en direction de Mars. Mais cette voiture, elle est pas toute seule. À son bord, elle embarque une combinaison type de SpaceX pour les futures missions martiennes. Il s'appelle le Starman. Et il y a également un disque en verre qui a été gravé avec l'intégralité des connaissances actuelles de l'humanité qu'ils appellent l'Arc. Bon, et même si le tout ne fait que côtoyer l'orbite de Mars, on joue quand même dans la cour des grands, là. Merci beaucoup, Richard, de m'avoir invité sur ta chaîne. Et n'oublie pas de regarder comment ça se passe. Vous voyez que patron, c'est quand même un truc. Et voilà comment Elon Musk a créé une petite société rigolote créée en 2002 en un acteur majeur de l'aérospatiale mondiale. Et si vous voulez en savoir plus sur les débuts de SpaceX, je vous conseille l'excellentissime vidéo d'Hugo Lisoire sur la chaîne Hugo Lisoire. C'est tout pour aujourd'hui et je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de Comment ça se passe avec qui je fais la vidéo aujourd'hui car si vous voulez comprendre 2-3 trucs sur les objets cool de l'univers et des phénomènes extraordinaires de l'espace, eh ben c'est là qu'il faut aller, hein. Il n'y a pas de doute. Alors allez voir ça, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! 1500 milliards d'intérêts depuis 1973, on peut pas dire que c'est pas important quand même. Oui, d'accord, mais si le problème de la dette venait d'une obscure loi votée en 1973, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème.